Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui portera sur les déserts médicaux et pour laquelle nous recevons Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Avant que nous nous penchions sur notre sujet, sur le sujet de notre conversation, je voudrais rappeler que cette émission est soutenue moralement et matériellement par la compagnie d'assurance MMA, matériellement en contribuant aux frais de cet enregistrement et moralement en faisant connaître notre émission auprès de ses agents et aussi auprès de sa clientèle. Et puis nous sommes également soutenus par les auditeurs dont nous allons remercier quelques-uns: Franck Marquer, Emmanuel Roche, Rémi Liogier, Olivier Zigel et William de Keating. Béatrice Gibelin. Mariano Di Vetta, Annie Rigal, Thierry de Margerie, Laurence Lamy, Jean-Bernard Guyot. Lucille Schmidt. Alors moi, je remercie Éric Contesti, Michael Simons, Paul Ollier, Didier Hirsch et Clotilde Roche. Nicole Nesotto. Tous mes remerciements à Pierre-Louis Gavam, François Montagnon, Antoine Rousseau, Sophie Denis Clisson et Éric Ceconello. Et Roselyne Bachelot. Nous remercions Olivier Paul, Karim Frahi, Christian Denis, Jérôme Frédouille et Bertrand de l'Épinois. Merci à elles et merci à eux, et que tous ceux qui veulent rejoindre leur cohorte ne s'en privent nullement. Il suffit d'aller sur l'onglet « Soutenez-nous » de notre site. Venons-en maintenant à cette question des déserts médicaux. Roselyne Bachelot, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez exercé diverses responsabilités dans un laboratoire, vous avez été élue conseillère générale, régionale, députée française et européenne, secrétaire générale adjointe du RPR, puis nommée ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Développement durable, fonction que vous avez exercée de 2002 à 2004. En 2007, vous êtes ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, puis ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2010 à 2012. Depuis, vous animez diverses émissions de radio et de télévision et vous publiez des essais qui traduisent votre dilection pour la musique aussi bien que vos convictions féministes. Nos auditeurs peuvent en savoir davantage sur votre vie en écoutant le « Qui t'a fait toi » dont vous êtes la protagoniste et qui est accessible sur notre site. Comme député, vous vous êtes consacré aux questions de santé et de santé au travail, de protection sociale, d'exclusion, de bioéthique et de handicap. En 1991, vous avez voté la loi Evin sur le tabagisme et l'alcool en opposition avec les consignes de votre parti, comme vous aviez pris position en rupture avec le même parti sur le Pacs en 1998. Ministre, vous avez travaillé sur la réforme des franchises médicales, la résorption du déficit de la sécurité sociale, les plans de lutte contre Alzheimer et contre le cancer, l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital et la réorganisation des soins palliatifs. Vous avez défendu en 2009 la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Avec vous, nous allons donc tenter d'éclairer cette question des déserts médicaux. La France est l'un des pays de l'OCDE les plus dépensiers en matière de santé. Elle y consacre 11,8% de son PIB. Mais la question se pose de ces parties du territoire où il est de plus en plus difficile d'accéder aux soins et dont il a beaucoup été question lors du récent grand débat national. L'expression désert médical recouvre une réalité complexe dont les chiffres rendent un compte insuffisant et contradictoire. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DRES, direction du ministère de la Santé, 98% de la population réside à moins de 10 minutes de route d'un cabinet de généraliste et 3/4 des Français sont à moins de 20 minutes du spécialiste le plus proche, quelle que soit la spécialité. Mais ces statistiques ne mesurent pas le temps d'attente avant d'obtenir un rendez-vous, or, il peut monter à plusieurs mois. Elles s'opposent d'ailleurs à d'autres statistiques établies par la même DRES, selon laquelle le pays compte 11 329 communes dans des zones considérées comme déserts médicaux et 12% de la population réside dans une commune considérée comme sous-dense en médecins généralistes.
Si la situation actuelle est comparable à celle des années 80, une autre dégradation est à craindre à cause d'une double évolution, l'augmentation de l'espérance de vie des Français et le vieillissement des médecins généralistes qui sont aujourd'hui 8% de moins qu'en 2009 et dont les rangs devraient continuer à s'éclaircir jusqu'en 2025, conséquence d'un numerus clausus que le gouvernement entend supprimer. Le plan Ma Santé 2022 visant notamment à résoudre les problèmes de disparité géographique des services de santé n'est pas le premier du genre, mais qu'elles soient incitatives ou autoritaires, les actions publiques se sont révélées largement inopérantes jusqu'à aujourd'hui. La médecine salariée prend le pas sur la médecine libérale, la précarité de l'équilibre financier du système de santé dont le déficit vient d'augmenter à nouveau pose la question du mode de rémunération des actes autant que celle de leurs limitations, les réformes de l'hôpital doivent affronter l'inertie du système avec des structures mastodontes comme les CHU et remédier à des dégradations spectaculaires comme celle des services d'urgence. Roselyne Bachelot, si chacun reconnaît qu'il faudra des années pour apporter une solution à tous ces problèmes, par lequel l'ancienne ministre de la Santé que vous êtes voudrait que nous commencions notre conversation? D'abord, Philippe, vous avez intitulé votre émission « Les déserts médicaux ». Je réfute dans ce pays le terme de désert médical. Il n'y a pas à proprement parler de désert médical en France, un des pays les plus dotés en médecins et en structures hospitalières, avec le maillage de professionnels de santé le plus dense des pays comparables. Je préfère donc parler de zones sous-denses, car même dans le pire des cas, on peut avoir accès à un professionnel ou à une structure de soins. Je rappelle que le terme de désert médical est tout à fait chiffré par les experts, c'est-à-dire qu'il faut avoir une offre de médecins généralistes inférieure à 2,5 consultations par an. Il faut être à plus de 10 minutes d'un service pharmaceutique et à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Ce sont les 3 items qui qualifient le désert médical. On s'aperçoit que cela concerne 0,5% de la population française, c'est-à-dire une poignée, quelques dizaines de milliers de personnes, 30 000 environ. Donc, il faut plutôt parler de zones sous-denses. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on parle aux personnes, quand on interroge par des études multicentriques le ressenti des gens sur leurs problèmes d'accès aux soins, très rarement, elles évoquent la question spatiale. Et j'insiste tout particulièrement parce que mon exercice de praticienne, à la fois de professionnelle de santé, mais également de responsable politique, pointe le danger de se focaliser sur cette question spatiale. Quand on interroge les gens, on s'aperçoit que d'autres questions sont beaucoup plus dirimantes dans la question de l'accès aux soins. La première, c'est la question matérielle. Quand on interroge les 20 à 25%, selon les études, des gens qui vous disent avoir renoncé à des soins et qu'on les interroge sur les soins auxquels elles ont renoncé, elles ne disent pas qu'elles ont renoncé à la consultation d'un médecin généraliste. Elles disent qu'elles ont renoncé à des soins dentaires, à des soins d'optique, et maintenant, et on n'en parle pas assez, à des soins auditifs, ce qui, avec le vieillissement de la population, devient un véritable relégation, entraîne des phénomènes de relégation. Le deuxième élément qui est très gênant sur la qualification spatiale du désert médical, c'est qu'on ne fait pas rentrer en ligne de compte la disponibilité du praticien concerné. Vous pouvez avoir un praticien au pied de votre immeuble si ce praticien est, par exemple, une femme, je ne veux pas porter un jugement anti-féministe, mais qui a décidé de ne pas travailler le mercredi et le samedi parce qu'elle veut élever ses enfants, et c'est hélas le cas de plus en plus avec la féminisation des professionnels de santé, vous vous trouvez dans un désert médical avec un médecin au pied de votre immeuble. Le troisième élément, et sur lequel on n'insiste pas assez, ce sont les données culturelles de l'exclusion de l'accès aux soins. J'en prends un exemple très précis. Il y a sur le dépistage du cancer du sein des politiques qui sont de gratuité totale de dépistage du cancer du sein.
Il n'y a pas véritablement de difficulté spatiale à accéder à ces dépistages. Il y a même des systèmes de bus qui font du dépistage du cancer du sein pour aller dans des populations éloignées d'un système hospitalier. Eh bien, on se rend compte que ne vont pas massivement recourir à ces soins gratuits des personnes qui sont des personnes en précarité ou en difficulté matérielle. Donc, le fait d'assurer une proximité et une gratuité du soin, néanmoins, exclut massivement des gens de l'accès aux soins. Ensuite, je voudrais insister sur la question de la polarisation de l'offre de soins qui crée, avec les meilleures bonnes volontés du monde, des zones sous-denses et les politiques de maisons médicales pluridisciplinaires qu'on a vantées comme la solution absolument merveilleuse fait se concentrer dans des chefs-lieux de bassins de vie les professionnels de santé qui veulent travailler ensemble. J'ai attiré d'ailleurs l'attention sur ce sujet de Madame Agnès Buzyn quand je l'ai rencontrée pour la première fois au début de son mandat, en tirant la sonnette d'alarme sur ce fait que les praticiens, en voulant se regrouper, vont évidemment créer des zones sous-denses autour d'eux et que sur un point très précis qui est le maillage pharmaceutique, on va être dans une solution de déshérence parce que la pharmacie qui sera installée au pied de la maison médicale pluridisciplinaire va capter la clientèle, la patientèle pour une raison tout à fait évidente. Et ce qui était une réussite de notre pays avec des mesures coercitives sur le maillage du premier recours des pharmacies va se trouver en grande difficulté. Donc, je signale que 2 pharmacies fermaient chaque semaine il y a encore quelques années. Maintenant, ce sont 4 pharmacies par semaine qui ferment dans ce pays. Ce maillage de réseau de proximité est donc en grande difficulté. Donc, j'insiste beaucoup sur cette notion inepte, à mon avis, ou du moins incomplète, de la notion de désert médical. Et je reviendrai, bien sûr, plus tard sur la question des urgences qui lui est étroitement liée. Je pense que dans votre propre propos, il y a une contradiction avec ce que vous avez dit au début sur la contestation du terme de désert médical, quand vous avez rappelé que d'avoir un médecin au pied de chez soi, dont le cabinet est fermé, ça donne un fort sentiment de désert médical. Et je voudrais juste illustrer ce sentiment par un exemple personnel, qu'on me pardonnera, mais ayant eu un très sévère problème de dos pour lesquels le généraliste, pourtant excédent de la région de province dans laquelle je passais du temps, ne pouvait rien, et pour lequel il m'a dit, écoutez, il faut absolument que vous alliez à l'hôpital en rhumatologie. J'ai donc téléphoné au service de rhumatologie, c'était le 17 juillet, on m'a dit ne quittez pas, on est revenu et on m'a dit est-ce que vous êtes libre le 20 novembre Et je souffrais mort et passion. J'ajoute que quand je suis allé à l'hôpital, parce qu'évidemment quand on connaît le président de la République, le pape, ou on arrive, ou le président du Conseil européen, on arrive toujours à avoir un tour de faveur, ce qui est humiliant contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on aimerait bien que tout ça fonctionne de la même manière pour tout le monde. Je suis tombé sur une rhumatologue remplaçante, voilée, qui a refusé que j'enlève mon pantalon, je ne désirais rien enlever davantage, et qui m'a dit « Ah ben non, on va vous faire une radio des hanches », dont j'avais autant besoin que d'un trou dans le genou. Donc voilà un exemple. Je reviendrai sur ce sujet, justement. Mais Nicole Niesotto. Oui, merci d'avoir défini plus précisément les difficultés d'accès aux soins. Je crois que c'est plutôt ce concept-là qu'il faut redéfinir, même s'il y a aussi une composante géographique. On sait par exemple qu'à Paris, on a 800 médecins pour 100 000 habitants, alors que dans l'Eure, on a 180 médecins pour 100 000 habitants. Donc il y a aussi des disparités géographiques, mais il y a aussi d'autres problèmes, notamment culturels. Ça, je crois que c'est trop important, qui explique la difficulté d'accès aux soins. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est sur... évidemment le traitement, la réponse. Jusqu'à maintenant, en tout cas depuis le début des années 2000, les gouvernements ont surtout encouragé les collectivités locales à prendre des mesures incitatives. Pas de loyer, suppression de charges, indemnité d'installation, ou les fameuses maisons de santé pluridisciplinaires, les MSP, comme on les appelle. MSP, voilà, dont Madame Buzyn dit qu'il y en aura 2000 à la fin de son mandat, alors qu'on en a aujourd'hui un tout petit peu plus de 1000. Donc il y a quand même une très forte volonté de recourir à ceci. Et comme vous l'avez dit, ça ne règle pas grand-chose.
Alors, la question, c'est pourquoi est-ce si difficile de passer, non pas de passer des mesures incitatives à des mesures coercitives. Je sais que le Sénat a proposé, par exemple, que la 3e année des étudiants de médecine, ou plutôt les étudiants de médecine en 3e année, fassent obligatoirement leur 3e année comme praticiens sur des terrains, dans des terrains difficiles, ce qui a fait hurler la profession. Mais je voulais donner un autre exemple de, par exemple, l'éducation nationale. Alors, bien évidemment, ce sont des fonctionnaires, mais j'en suis moi-même. Au début, dès qu'on est agrégé ou capétien, on est envoyé d'office, sans aucun choix, dans des régions difficiles. On ne commence pas par être professeur de Cagnes à Henri IV. Et donc, pourquoi est-ce si difficile de mettre en place des mesures un peu coercitives? Est-ce que ça tient au statut libéral de la fonction de médecin, ou est-ce que ça tient à d'autres phénomènes culturels? On pourrait, par exemple, demander à des jeunes médecins qui sortent de l'internat, effectivement, de passer 1 an ou 2 dans des zones moins dotées que d'autres. Alors, on va faire le tour, si vous voulez bien, D'accord. des questions, et Roselyne Bachelot les reprendra ensuite les unes après les autres. Lucille Schmitt. C'est le grand oral de Roselyne Bachelot. Absolument. Moi, en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui fait un peu écho à ce que vient de dire Nicole, c'est la question sociologique du côté des médecins. Et vous avez commencé à l'évoquer, Roselyne, c'est-à-dire qu'il y a une féminisation et un rajeunissement nécessaire, puisqu'il y a beaucoup de médecins qui partent en retraite. Et on voit bien que, d'une certaine manière, ça va à contre-courant de ce qu'on nous raconte sur la société, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'être salarié de plus en plus forte chez ces jeunes femmes. Et puis, il y a une demande de temps libre des jeunes médecins plus globalement. D'ailleurs, peut-être que les hommes aussi veulent être salariés. En tout cas, il y a encore quelque chose, un peu de différenciation sur le fait d'élever les enfants entre les femmes et les hommes. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a du côté des jeunes médecins une demande quelque part d'avoir une vie privée et d'avoir une garantie de revenus qui est quelque chose qui va un peu à contre-courant de ce qu'on nous raconte sur l'immense besoin de liberté de tout le monde, mais cette demande de salariat, elle existe. Donc j'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus. Et puis un deuxième point, c'est que lorsqu'Emmanuel Macron parle d'évolution de la profession médicale, lui, il fait clairement le lien avec l'aménagement du territoire, et vous nous dites, au fond, c'est aussi un ressenti psychologique, mais il y a un sujet d'aménagement du territoire malgré tout. Notamment, moi, j'ai été frappée de voir qu'en Seine-et-Marne, on dit que c'est un désert médical, alors qu'on imagine spontanément que c'est plus la Creuse qui est un désert médical, mais il y a un sujet en Île-de-France sur les déserts médicaux. Moi, j'habite les Hauts-de-Seine et on me dit que ça va devenir un désert médical pour des raisons justement de surcharge de clientèle, comme le disait Philippe. Donc, on vit en Île-de-France et on peut avoir le sentiment d'être dans un désert médical, ce qui illustre le fait que c'est une notion assez psychologique et de moment de l'urgence. C'est-à-dire que, et donc je voulais vous poser une question pour pas être trop longue. On a un système construit plus sur le fait de soigner la crise, l'urgence, et quelque part le fait que les services d'urgence soient débordés, ça montre aussi qu'on n'a pas encore une politique de prévention en fait. C'est aussi que nous, quand on va voir le médecin, on a une crise aiguë, on a besoin de le voir tout de suite. Comment est-ce qu'on peut faire pour installer cette culture de la prévention aussi entre les malades, les médecins, enfin la société et les médecins? Béatrice Gibelin. Quand on regarde la carte qui a été publiée dans le Figaro des zones qui ne sont absolument pas menacées, on voit quand même qu'on a tendance à aller s'installer aux endroits agréables. C'est tout le littoral, c'est de l'Atlantique, c'est tout le littoral méditerranéen. Vous avez même constaté que du côté de Nice, il y avait un nombre de pédiatres par rapport à la population qui était tout à fait étonnant. Voilà, parce qu'à partir d'un certain âge, on retombe en enfance. On peut penser les choses comme ça. C'est aussi toutes les Alpes. Bon, alors évidemment, on se casse la jambe, on se fait des entorses, on a besoin de gens. Et puis, le Nord, Pas-de-Calais, qui dans sa grande partie de son territoire ne manque pas de médecins, mais mis à part au fin fond de l'Artois, je vais dire, et un peu du sud, du Pas-de-Calais. Or, le cas du Nord-Pas-de-Calais, c'est, à mon sens, extrêmement intéressant, parce que c'est parmi les plus mauvais résultats de qualité de santé. Ils sont au dernier rang à peu près pour tout. Donc, si vous voulez, le discours sur le désert médical et on serait mal soigné, moi je pense qu'il faut surtout arrêter de l'alimenter. Désert médical, c'est une représentation. Pour moi, c'est du même type que la représentation de l'abandon des territoires par l'État. L'État n'a jamais abandonné le moindre territoire. C'est faux. Mais cette représentation-là alimente tout un discours et parfois des stratégies politiques. Et je pense que dans le désert médical a exactement cette même fonction. C'est pas parce qu'on a beaucoup de médecins
qu'on est nettement mieux soigné. C'est pas forcément parce qu'on en manque qu'on est mieux soigné aussi. Je suis prudente là-dessus. Mais l'exemple du Nord-Pas-de-Calais me semble extrêmement intéressant. Et on pense toujours, c'est ce que Lucile disait, on pense à la Creuse, mais on pense pas à l'Île-de-France. Et je pense même au cœur même de la première couronne, la Seine-Saint-Denis manque de médecins. Et elle manque de médecins généralistes. Et c'est pas parce que leur femme ou leur mari va pas trouver de travail s'ils s'installent loin. C'est pas seulement parce que ils sont dans des situations d'isolement et qu'au fond ils veulent travailler en commun parce que la médecine est devenue compliquée. C'est pour des raisons de sécurité. C'est d'être confronté à des formes de violence urbaine qui font que se faire attaquer, mais c'est vrai des pharmaciens, les pharmaciens sont devenus, les pharmacies sont des bunkers à certains endroits. Et que là, effectivement, il y a un problème de société qui est véritablement important et qu'il faut essayer de regarder en face. Roselyne Bachelot, le menu est chargé. La première question qui m'a été posée par Nicole Diezotto est la question fondamentale parce qu'elle agite les débats gouvernementaux et parlementaires de façon récurrente. C'est pourquoi, finalement, face à la répartition spatiale des médecins, puisqu'on parle surtout de la médecine générale, ne pratiquent-on pas les politiques coercitives qui ont été mises en place pour les pharmacies, pour le réseau pharmaceutique, avec le succès que l'on connaît. Je dois avouer mes fautes, puisque dans la loi qui porte mon nom et qu'on appelle autrement HPST, et à laquelle vous avez fait référence, Philippe, la loi Bachelot de juillet 2009, dans la première mouture de ma loi, il y avait des mesures coercitives du type conventionnement sélectif, qui étaient calquées sur le modèle des infirmiers et infirmières pour lesquels on pratique ce conventionnement sélectif. Si elles s'installent, je dis elles parce qu'il y a surtout des femmes, ils ou elles s'installent dans des zones surdotées, elles ne bénéficient pas, leurs clients, leurs patients ne bénéficient pas des mêmes remboursements. On garde la liberté d'installation de façon factuelle, mais elle est inopérante sur le plan réel. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Eh bien, tout simplement parce que dans les lobbies qui agissent dans la République, le lobby médical est un lobby très, très puissant. Un lobby très puissant, et ça s'explique très bien, parce que finalement, l'homme, qu'il soit ministre, qu'il soit député ou qu'il soit ouvrier, il a peur de la maladie et de la mort. Et que le médecin a une sorte d'influence, d'aura, de pouvoir sur l'homme politique. Et quand on voit, quand le président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la Santé voit débouler certains professionnels de santé dans leur bureau, eh bien, ils sont très faibles devant ces personnes. Ensuite, et pour diminuer ce que je viens de dire, mais Philippe a dit que je maniais le paradoxe, je vais le faire aussi, c'est que les mesures coercitives n'ont pas non plus montré une efficacité tout à fait importante. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le manque de professionnels médicaux est un fait de société qui impacte tous les pays occidentaux. Il manque plusieurs millions de professionnels médicaux dans le monde. Et que le pays qui va se livrer à des mesures coercitives qui affichent leur nom vont se trouver dans un système de concurrence avec des pays qui viennent évidemment recruter dans notre pays avec des professionnels de haute qualité et dont nous finançons la formation par la collectivité. Donc, il ne faut pas non plus qu'on vienne dire à nos médecins... Bah oui, il ne faut pas que d'autres viennent faire leur marché chez nous. Alors, vous avez, Lucile Schmitt, insistait sur quelque chose de très important, c'est finalement la différence d'appréhension des nouvelles classes d'âge par rapport à la profession médicale.
On l'a vu sur les maisons de santé pluridisciplinaires. J'ai souvent dit, il y a 50 ans, le médecin qui s'installait, il avait qu'une trouille, c'est que vienne s'installer un médecin en face de lui. Maintenant, le médecin, il n'a qu'une trouille, c'est que le gars avec lequel il travaille parte. Donc, c'est la première chose, cette volonté de travailler ensemble, cette volonté d'avoir du temps pour soi, cette volonté aussi d'échanger avec d'autres professionnels de santé. Le médecin, il s'installe à 40 ans. C'est l'âge moyen d'installation. Pendant 20 ans, 22 ans, il a travaillé dans un milieu où il allait voir un autre collègue, qu'est-ce que t'en penses, l'infirmière, etc. Il travaille en groupe. Et tout d'un coup, il est lâché tout seul dans un cabinet médical. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. Et le troisième élément de difficulté, c'est que la profession médicale est représentée par des gens qui ne représentent plus les médecins tels qu'ils sont et tels qu'ils sortent de la faculté, tels qu'ils se décident à exercer. Moi, c'est une chose qui m'a frappée pendant 4 ans où j'ai été ministre de la Santé. Je n'ai eu en face de moi que des syndicats dans une profession totalement féminisée, très largement ouverte à des personnes issues de l'immigration. Il n'y a qu'à voir aller dans nos hôpitaux pour s'en rendre compte. Je n'avais que des hommes blancs, pour reprendre une expression qui a été malheureusement utilisée dans des circonstances inadaptées par une autre personne, des hommes blancs de 60 ans, et qui venaient me dire ce que voulaient les jeunes médecins, et qui non seulement sont venus me le dire, mais quand j'ai discuté de la nouvelle convention médicale, j'ai voulu que viennent, à titre consultatif, non pas délibératif, des jeunes médecins, en disant, écoutez, permettez aux jeunes de s'installer à cette table, de dire ce qu'ils veulent. Et les représentants des syndicats médicaux, et en particulier de la puissante CSMF, m'ont dit, si vous invitez les internes à cette table, nous quitterons la table des négociations. Et j'ai été obligé de renoncer à inviter les jeunes médecins à venir dire, dans ce cadre conventionnel, qu'elle allait fixer les modalités de leur exercice. J'ai été obligé de renoncer à inviter les jeunes médecins. Il ne s'agissait pas qu'ils aient une voix délibérative. Effectivement, dans la Convention, ils ne sont pas légitimes, mais on peut les entendre. Alors, la façon de tourner cela, vous avez raison, ça va être le salariat. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs à de multiples endroits. J'ai l'exemple d'une commune du nord de la Sarthe où le maire inquiet de voir les 2 médecins atteindre la limite d'âge, que j'ai dépassé depuis longtemps pour ce qui me concerne, faire de l'ARTAP par diverses petites publicités dans des journaux médicaux, n'avoir aucun résultat, puis il a fait une maison médicale dans laquelle il a embauché 2 médecins salariés, il a eu 50 ou 60 demandes. Donc, évidemment, on voit que la porte de sortie de cette affaire-là va être de salarier un certain nombre de médecins, et là, on aura une partie de la réponse à la solution. Alors, Béatrice Gibelin, vous avez insisté sur le fait qu'il y avait quand même des notions d'aménagement du territoire. Je ne le nie pas, mais on s'aperçoit que cette notion d'aménagement du territoire est un outil très difficile à manier pour le politique qui veut mener cette politique d'aménagement du territoire. Vous avez signalé qu'il y a des zones surdenses, par exemple sur le littoral de la Méditerranée. Certes, vous avez une zone surdense aux environs de Nice. Vous faites 10 km dans l'arrière-pays niçois, vous êtes dans une zone qu'on pourrait reprendre le terme que je conteste de désert médical. À l'inverse, vous êtes dans un bassin dans lequel on dit que vous êtes dans une zone en difficulté, mais vous avez la possibilité de vous déplacer parce que vous travaillez ailleurs, parce que vous êtes à la frange du bassin et vous avez accès en 10 minutes à un praticien disponible. Donc ces notions de cartographie sont extrêmement difficiles à manier pour le politique qui veut mener une politique d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'offre de soins. Nicole Nisotto. Oui, moi j'ai une question un peu à la cheval entre la médecine et la culture qui concerne le désintérêt des futurs médecins pour la médecine générale. Je comprends que de toutes les spécialités, la médecine générale est, je crois, avec la psychiatrie, celle qui attire le moins.
alors que toutes les spécialités, au contraire, sont débordées de demandes. Alors, moi, ça me paraît très curieux, d'autant que on sait que dans notre culture, dans notre imaginaire, le médecin, qui était par définition généraliste, était aussi bien chez Balzac que chez les Thibaut, qui était au contraire un pilier de la cohésion et même un des notables des petites villes de province. Alors pourquoi aujourd'hui la médecine générale est à ce point dévalorisée parmi les jeunes étudiants? Or, on sait que la question de la difficulté d'implantation des jeunes médecins, c'est surtout les généralistes. On a, je crois, aujourd'hui en France, un généraliste sur 2 qui a plus de 60 ans. Donc, on sait que le problème va s'aggraver. Et donc, est-ce que ce ne sont pas aussi les facultés de médecine, les professeurs de médecine, qui pourraient agir de façon à revaloriser ce secteur de la médecine générale et de faire en sorte que le choix par les étudiants permette de compenser, bien sûr 10 ans avant qu'ils terminent leurs études, la désertification entre guillemets que l'on constate. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi plus personne ne veut être médecin généraliste? J'ajoute à ce que dit Nicole Lisetto, ce que nous disait Jean de Carvaz-Doué qu'on recevait l'année dernière pour l'émission sur l'économie de la santé, c'est-à-dire qu'on est les spécialistes sont de plus en plus spécialistes. On est d'abord spécialiste de la jambe, puis après on est spécialiste de la jambe à partir du genou, puis après on est spécialiste de la cheville, puis après on est spécialiste du pied, puis après on est spécialiste de l'orteil, et que ça pose aussi un problème. D'autant que malgré tout, si on applique les règles de la sécurité sociale, il faut un médecin traitant avant d'aller voir les spécialistes. Donc, s'il n'y a plus de médecin traitant généraliste... Il y a des spécialistes, accès direct. Roselyne Bachelot. On peut traiter cette affaire d'une manière, je dirais, au premier degré. C'est que dans cette nouvelle optique tout à fait légitime de concilier vie familiale, vie professionnelle, vie sociale, qui n'existait pas. Moi, j'étais la belle-fille d'un médecin et pas de service d'urgence. Quand à 3h du matin, un malade sonnait au téléphone et il enfilait un pantalon par-dessus son pyjama, ma belle-mère faisait le secrétariat, soignait les petits bobos, etc., dans une économie familiale tout à fait intéressante. Les gens n'en veulent plus, ils ont le sentiment que la médecine générale va les amener à une sorte d'envahissement de cette sphère privée qu'ils ne retrouveront pas en se spécialisant. Mais je crois que si on observe ça uniquement de cette façon-là, on ne comprend pas les choses qui sont en train de se passer dans la société. Je voudrais citer une anecdote qui m'a été racontée par un doyen d'une des universités de Paris, de faculté de médecine. Quelle n'a pas été sa surprise, il y a quelques années, de voir que le major du concours de première année choisissait la profession de sage-femme ou de maïeuticien, pour parler grec. Vraiment du grec. Et il va à la rencontre de cette personne, de cet ovni qui, au lieu de choisir la profession prestigieuse de médecin, à la limite d'odontologiste, pourquoi pas de pharmacien, si vraiment on descend choisit la profession de sage-femme. Et la personne a eu cette réponse incroyable. Elle lui a dit « Je ne veux pas voir les gens mourir ». Non, mais on peut en sourire, mais il y a quelque chose de fondamental que je rejoins à ce que, rendant hommage à la dépouille d'un ami disparu récemment, je discute avec la personne qui s'occupait de ce funérarium, qui me dit « Madame Bachelot, c'est extraordinaire, nous ne voyons ici aucun enfant, aucun jeune, personne ne vient ». Et même, je commence à voir la disparition des classes d'âge moyen. Après 60 ans, je vois des gens, rejoignant d'ailleurs ce que m'avait dit un prêtre qui me disait qu'il ne voyait plus dans les cérémonies de sépulture de jeunes. Et quand on dit « vous n'avez pas emmené vos enfants », oh non, c'est pas pour eux. Et cet éloignement de la société, cet éloignement par rapport à la maladie et à la mort, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tous les gens tous les professeurs, tous les enseignants en médecine me disent le choc
qui est ressenti par les jeunes qui arrivent vis-à-vis de cela, de la finitude des gens, de leur décrépitude. Enfin, j'emploie un terme peut-être trop fort. Et ce qui explique d'ailleurs cet intérêt que vous signalez, Philippe, pour la spécialiste du genou droit ou du genou gauche. Parce que traiter le corps par appartement, c'est le déshumaniser, c'est le faire quitter cette finitude. Et là, franchement, moi, je suis très démunie devant cela. Comment est-ce qu'un ministre de la Santé, un président de la République, peut gérer cet éloignement incroyable qui est notre fait, cet éloignement incroyable de cette condition humaine et de cette finitude qui nous attend. Est-ce que dans les différentes situations urgentes dont on a parlé, quelqu'un a, je crois que c'est Nicole, parlait de la psychiatrie, dont la situation mérite peut-être un arrêt particulier, et puis on n'a pas encore parlé d'une situation qui a beaucoup agité, qui agite beaucoup au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette conversation, qui est la situation des urgences. Sur ces deux situations, que pensez-vous qu'il soit possible ? Alors, la situation de la psychiatrie, on ne peut pas l'éloigner de ce qui est, je ne sais plus laquelle ou lequel a insisté sur cette affaire de des générations de médecins qui datent des années 90, où la gauche et la droite d'ailleurs ont eu la même attitude malthusienne vis-à-vis des médecins, alors qu'il y avait dans ce numerus clausus au début des années 1970 un numerus clausus qui était à 8700. On a pensé qu'on allait régler les questions de dérive des dépenses de santé en pratiquant des générations de médecins à 3500. On est tombé à 3500 dans le numerus clausus. On s'est rendu compte de l'absurdité de cette mesure. Petit à petit, on a augmenté ce numerus clausus pour arriver pratiquement à 9000 médecins par an. Et je dois dire que la ministre de la Santé actuelle, dans ses dernières dispositions, a augmenté le numerus clausus de 13%, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser un certain nombre de difficultés, parce qu'on n'apprend pas la médecine devant un ordinateur ou dans des livres ou dans des polycopiés. Évidemment, non. Et les doyens de fac de médecine ont insisté sur le fait que la notion qui a été annoncée par le président de la République à grand renfort de son trompe sur l'abandon du numerus clausus est une absurdité. D'ailleurs, évidemment, immédiatement, la ministre de la Santé a remodelé, tout en restant extrêmement respectueuse des déclarations du président de la République, a évidemment pris des dispositions qui font qu'on augmente le numerus clausus, mais que de toute façon, à l'échéance de 2027, on forme avec la chose actuelle, on formera assez de médecins. Et que dans ce cadre-là, l'augmentation attendue d'un certain nombre de spécialités est tout à fait importante, des spécialités qui sont particulièrement en difficulté aujourd'hui. Les psychiatres, par exemple, vont augmenter de 55%, les ophtalmos, Dieu sait si c'est difficile d'obtenir une visite, de 48%, les pédiatres de 71%, les gynécos de 51%. Donc, à terme, on va sortir de ces difficultés. Mais vous insistez sur la caractéristique toute particulière des psychiatres. Il est certain que la prise en charge de la psychiatrie dans notre pays, c'est pas évidemment uniquement du chagrin parce qu'on a perdu son chien ou son chat. C'est quelque chose de très complexe. La clientèle psychiatrique, elle est basée sur un concept qui est tout à fait important et qu'il faut préserver, qui est la sectorisation psychiatrique. Il faut être en relation avec un substrat médical, un substrat hospitalier tout à fait important, et on ne pourra pas rendre cette profession attractive tant qu'on n'aura pas résolu la grande misère des hôpitaux psychiatriques qui va demander un effort tout à fait considérable. Et je reviendrai sur les urgences parce que j'y tiens particulièrement, mais on va peut-être poser d'autres questions. Vous pouvez, si vous voulez, vous emparer maintenant de ce sujet des urgences, puisque nous l'évoquons. Oui, alors là aussi, je trouve qu'il est tout à fait dommageable que la question de la
des zones sous-denses, des difficultés d'accès aux soins, soit la seule chose qui explique l'engorgement et l'implosion que subissent les services d'urgence. Là aussi, on a des visions trop caricaturales et trop segmentées. Il n'y a aucune raison, vu l'offre de soins, que les urgences le passage aux urgences qui était à 18 millions il y a 10 ans, soit passé à 23 millions 10 ans après. Enfin, théoriquement, il n'y a pas d'éléments objectifs. Donc, si on va vers cela en disant « il suffit de mettre des médecins généralistes partout et on résolvera le problème des urgences », on va dans le mur. Là aussi, il y a des demandes qui sont diverses et variées. Il y a d'abord l'accès aux urgences est un service gratuit, dispense d'avance de frais. Il y a ensuite le sentiment qu'on veut avoir le maximum de soins et qu'on l'aura à l'hôpital. Parce que si on va voir le médecin généraliste, il va vous prescrire un examen, il faudra aller au laboratoire de biologie, il va vous prescrire un scanner, il faudra prendre un rendez-vous, il va prescrire un examen complémentaire, il faudra aller ailleurs. Et cette notion qu'on veut tout de suite fait qu'il y a une demande sur le système hospitalier. Ensuite, il y a un abaissement considérable chez nos concitoyens du niveau de l'alerte et de la dangerosité. J'ai cité cet exemple. J'avais passé une journée dans le système des urgences, dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré. Il y avait là un monsieur qui attendait avec son bébé dans les bras. Et je lui avais demandé, mais pourquoi vous êtes là ? Eh bien, il m'a dit, il pleure toutes les nuits, et la nuit dernière, il n'a pas pleuré, j'ai pensé que c'était grave. Alors, je me suis dit, bon, voilà. Et puis, quatrièmement, et ça, je vais employer cet item avec beaucoup de prudence, on est frappé, quand on va dans les services d'urgence, en particulier dans la région parisienne, et je sais que les statistiques ethniques sont totalement interdites, mais par la surreprésentation des populations d'origine immigrée dans les services d'urgence. Pourquoi ? Parce que ces populations n'ont pas la culture du médecin généraliste. Pour elles, pour eux, l'offre de soins est confinée dans le système hospitalier ou dans quelque chose qui ressemble à un dispensaire. Et quand j'ai parlé avec un certain nombre de ces personnes en disant « vous attendez depuis 3-4 heures, mais pourquoi n'allez-vous pas voir le médecin de votre quartier ?» Il m'a été répondu « oh, un médecin, c'est pas fait pour des gens comme nous. C'est pas fait pour des gens comme nous. » Et c'est tous ces éléments qui sont aux confins du sociétal. Si on raisonne tout en termes techniques dans ce monde du soin, si on raisonne tout en termes d'offres de soins, d'aménagement du territoire, de mesures coercitives, à mon avis, on va dans le mur. Lucile Schmitt. Oui, moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que sur ce sujet, il y a à la fois des éléments assez techniques en fait, et des éléments aussi financiers, comptables. Vous l'avez rappelé, Roselyne Bachelot, qui ont influencé la politique des pouvoirs publics depuis des années et des années. Et quand on prend connaissance des différents rapports qui ont été faits, on voit qu'avoir mis de l'argent n'a pas permis de résoudre les questions, et donc il y a un vrai enjeu de société. Après, moi j'ai été assez frappée de voir que sur les différentes mesures incitatives ou qui visaient à modifier les conditions d'organisation d'installation des médecins, au fond, que ce soit la Cour des comptes ou le Sénat, on a le sentiment que l'évaluation de ces mesures, de ces dispositifs, ne démontre pas d'efficacité évidente. Ou en tout cas, ça m'intéresserait de savoir sur lesquels vous pensez qu'il y a le plus d'efficacité, et que quand le président Emmanuel Macron fait un grand discours sur au fond la manière dont il va réorganiser la médecine en disant bon, on y consacre beaucoup de moyens, mais il y a un sujet d'efficacité. Lui, il dit quelque chose. Il dit il faut replacer le médecin aussi dans une espèce d'écosystème, si je puis dire, avec les professions paramédicales, comme on dit.
Donc moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les médecins, les infirmières, lui, il parle même d'assistants médicaux, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est un assistant médical par rapport à cette question du désert médical, de disponibilité. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un écosystème qui permet de surmonter cet élément de désert médical? Et pardon Philippe, mais sur la question aussi que vous avez abordée très importante de la mort et de la relation en fait à ce qu'est la finitude, nous y sommes confrontés aussi par rapport à la question des générations, des vieux parents, et on voit bien que ce qui saisit l'ensemble de la société française, c'est aussi par rapport à cette question du désert médical, de est-ce que je vais être capable d'organiser la prise en charge de mes proches, pas seulement pour moi, mais donc il y a aussi une projection d'angoisse assez forte, me semble-t-il, de chacun d'entre nous par rapport à ce que le système français permet pour la prise en charge de l'évolution de l'ensemble de la société. Roselyne Bachelot. Alors, bien sûr, on peut se dire, la question sera résolue en 2027. Effectivement, nous verrons un afflux de médecins. On va passer de 67 000 libéraux à 80 000. Il va y avoir une augmentation tout à fait considérable. Pour autant, avec le vieillissement de la population que vous avez abordé, on ne sera quand même pas au niveau. Et ce qu'il faudra, c'est repenser complètement cet accès aux soins, cette mise en équipe des différents professionnels de santé. J'ai, dans la loi de 2009, ouvert un certain nombre de pistes, et en particulier 2 qui sont absolument capitales. C'est la télémédecine d'un côté et c'est la délégation de tâches de l'autre. La télémédecine, c'est compliqué à mettre en place. Je ne peux que regretter, mais ça, c'est la valse des ministres qui en est la cause, c'est-à-dire que les successeurs ont beaucoup de mal à s'emparer des réformes qui ont été portées par d'autres. Vous savez bien que on succède à des incapables et on est suivi par des intrigants. C'est une donnée irréfragable des lois de la République. Pour autant, ça démarre, on le voit, et ça, c'est capable quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. La délégation de tâches, elle est tout à fait importante. Et on ne peut que regretter que les freins que mettent des médecins, qui par ailleurs vous disent on est complètement débordés, mais en même temps on veut rien lâcher. Ce qu'il a fallu lutter pour permettre aux pharmaciens de faire les vaccins anti-grippe, c'est l'acte le plus banal du monde. Je vais dire, des infirmières dans leur premier semestre d'études peuvent le faire. Les médecins disent qu'ils sont débordés, ils ne veulent rien lâcher. La même chose, pourquoi est-ce que quand un examen pour des lunettes, disent les gens, on demande 1 an d'attente sur certains ophtalmologistes, alors que vraiment un opticien fait ça très très bien, ou alors qualifions-le avec une formation un peu supérieure d'optométriste. Donc là, cette question-là, elle est effectivement tout à fait capitale, et on le voit bien, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, il y a une sorte de zone grise dans les professionnels médicaux entre le médecin qui a fait 9 ans d'études, 6 ans d'études plus ces 3 ans à suivre, des professions qui sont à 3 ans, qui sont à Bac+3, Bac+4. Il y a tout un secteur à remplir avec des professionnels de santé. Et j'en reviens aux urgences sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que la question des urgences ne sera pas résolue ni en donnant 300 € de plus aux professionnels de santé qui s'y déploient, même si c'est parfaitement légitime, pas en mettant, comme je l'ai entendu, le responsable de la CGT Santé en recrutant 100 000 personnes, pourquoi pas 200 000 pendant qu'on y est, dans les services d'urgence, mais bien en empêchant les gens de rentrer dans les urgences. Et en empêchant, non pas sur le mode pour les empêcher d'accéder aux soins, mais quand on sait qu'il y a 30 à 40% des gens qui n'ont rien à faire dans les urgences, il faut un système de filtrage. Et ce système de filtrage, il doit être assuré par des professionnels de santé, genre infirmières spécialistes de l'urgence, qui vont dispatcher ces gens qui sont en situation d'urgence médicale, ou de prétendue urgence médicale, vers tout un système que le numérique va permettre de coordonner. Donc, voilà, la médecine n'est pas que l'affaire des médecins.
Elle pourrait être aussi celle de la résurrection des anciens officiers de santé. Par C'est à peu exemple. près ce que... Oui, Béatrice moi, Gibelin. tout ceci m'amène à penser pourquoi en France on est tellement en retard sur la prévention. Oui. Et ça dure depuis toujours. Pasteur invente le vaccin et c'est en France que le vaccin va être rendu, on va dire, obligatoire pour un certain nombre d'entre eux parmi les derniers pays européens. L'Allemagne va vacciner bien plus tôt que nous, le Royaume-Uni va vacciner bien plus tôt que nous. Les réticences au vaccin dans ce pays en ce moment, on a le cas de la rougeole, et au pays de Descartes et de Pasteur, c'est quand même absolument invraisemblable, y compris dans les discours tenus par certains médecins et certaines professions paramédicales. C'est incompréhensible. Et bon, moi j'ai enseigné très très longtemps, j'ai jamais passé la moindre visite médicale, alors que j'ai été fonctionnaire pendant 40 ans. Et que je parlais à des jeunes. J'aurais pu être tuberculeuse au dernier degré et contaminée. Donc, on n'a pas de culture de la prévention. Et je pense que la responsabilité des médecins, tout au moins, c'est peut-être en train de changer, mais pendant longtemps, a été de s'opposer aux médecins. Les médecins scolaires étaient considérés comme ceux qui étaient pas bons, qui faisaient médecins scolaires. Ceux qui se mettaient à la Sécu pour essayer d'évaluer, c'était vraiment les fainéants qui se mettaient à la Sécu pour faire ça. C'est-à-dire une vraie dévalorisation de ceux qui étaient salariés pour travailler, j'allais dire, au fond, au bien-être de tous. Enfin, c'est vraiment une culture chez nous qui est tout à fait préoccupante, je trouve. Ils ont été employés pendant 35 ans par une société à 100% nationale. Je peux confirmer l'expérience de Béatrice Gibelin. Je n'ai jamais passé une visite médicale. Mais, il y a deux choses assez différentes dans ce que dit Béatrice Gibelin. Il y a d'abord la question de la prévention, qui effectivement a été ignorée, même si là encore il y a des choses qui se passent dans le pays, et c'est fort heureux. Faut pas non plus avoir une vision trop catastrophiste, alors qu'on a quand même un très bon système de santé. Il suffit de se déployer ou de visiter certains autres pays pour se dire qu'on pleure un peu la bouche pleine. Néanmoins, on a bâti, et c'est à la fois la force et notre faiblesse, un système qui est un système d'assurance maladie. Les termes ont un sens dans l'inconscient collectif. On n'a pas bâti un système d'assurance santé. Après tout, ça pourrait s'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'on estime que la solidarité nationale doit intervenir à partir du moment où vous êtes malade. Elle n'a pas à intervenir pour vous empêcher de l'être. Et ça, c'est une culture qui imprègne à la fois l'opinion publique, mais qui imprègne aussi les gouvernants, qu'ils soient les gouvernants politiques ou les gouvernants de cette assurance maladie. Alors, heureusement, l'assurance maladie a fait aussi son ornamento. Elle finance des politiques de prévention, mais c'est encore, et vous avez raison de le souligner, trop timoré. Et puis, quelque part, je me demande s'ils se disent pas quelquefois, mais là c'est très méchant et c'est vraiment très grave. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à prolonger la vie des gens ? Non, mais c'est un private joke, je n'irai pas plus loin. Ça ne sera diffusé que dans une seule émission oui, à la ça, fois. Voilà. Finalement, qu'ils continuent à fumer, ils mourront d'un cancer du poumon à 60 ans. Non, mais je plaisante. Alors, les vaccins, c'est autre chose. Et on est étonné, effectivement, de voir la prévention sur cette affaire. Mais moi, La prévention à l'autre sens. Anti-vaccin. Oui, et je relis cette méfiance des vaccins, je le relis tout à fait à la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on est dans un pays où on a décidé de contester le sachant, le pouvoir, l'expert, etc. Or, par qui est portée la vaccination? Elle est portée par... bien sûr, il y a des médecins réticents. Je l'ai observé, je dirais, dans ma carrière de médecin, de ma carrière de ministre et de pharmacien. Mais globalement, c'est porté par les sachants, par les grands professeurs de médecine qui se déploient régulièrement pour dire à quel point c'est important et les acquis de la médecine dans ce domaine. Mais les théories du complot, de méfiance vis-à-vis des élites sont tellement fortes chez nous qu'il suffit qu'un de ces bac+15 intervienne pour qu'immédiatement on se dise « Oula !»
il est sous l'influence de l'industrie. C'est un lobby. Voilà. C'est un lobby. C'est le lobby des labos. C'est le lobby des labos qui est derrière des tout labos. ça. Je l'ai vécu moi-même. Donc, je crois qu'il faut distinguer la méfiance vis-à-vis des vaccins, qui est tout à fait spécifique dans le pays, des questions de prévention. Je me suis posé la question de savoir si tout ça pouvait avoir un rapport avec le nombre de séries médicales, de type médical, oui. diffusées par les télévisions, plus quelques films qui ont pu avoir lieu, mais qui sont en général assez différents. Je n'en sais rien. Est-ce que ça donne à ceux qui y sont accrochés? Dieu sait qu'elles sont d'énormes succès. Séries comme Urgence ou Dr House. Lequel Dr House montre d'ailleurs que la médecine est toute puissante, parce qu'évidemment, il se plante, mais à la fin, il corrige son erreur et il arrive à guérir son malade. Je me suis demandé si ça n'avait pas fini par donner à chacun le sentiment qu'au fond, il est un peu médecin et que, puisque dans beaucoup de domaines, celui de la culture, celui de la politique, etc., on devient son propre parti, si je puis dire, ou son propre spécialiste. Je ne sais pas si vous-même, vous avez regardé des séries de ce genre, si vous en avez tiré une conclusion. J'ai vraiment pas envie. Je suis absolument allergique aux séries médicales. Est-ce que je peux compléter mon propos sur les urgences, parce qu'il a été très incomplet, et étant donné que ça envahit l'espace public, je veux dire que les solutions sur les urgences doivent être de 3 types. Elles doivent, et j'en ai parlé déjà, se poser la question de l'amont des urgences. Pourquoi est-ce qu'on vient aux urgences? Il y a des gens qui n'ont rien à y faire, il faut traiter cela. Il faut aussi se poser la question de ce que sont nos services d'urgence, parce que ce sont les parents pauvres de l'hôpital, et qu'un certain mandarinat médical à l'hôpital a toujours considéré les urgences comme les soutiers de l'hôpital, une sorte, je ne vais pas dire d'égout, mais enfin de déversoir, de cloaque, de cour des miracles dans lequel tout le monde pouvait accéder. Moi, je suis très frappé de voir que j'ai eu à gérer un très important et très ambitieux programme d'investissement qui s'appelait Hôpital 2012, où quand même j'ai distribué 10 milliards, ce qui est quand même pas une paille, de crédit pour rénover un certain nombre de services, de bâtiments, etc. Les projets qui concernaient les urgences, alors que quand on y va, on s'aperçoit la déshérence dans laquelle elles sont, les projets qui concernaient les urgences, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, ce mépris de la haute caste médicale pour les urgences est quelque chose de tout à fait réel. Ensuite, il faut traiter l'aval de l'urgence. Vous avez évoqué, Lucie, la question des vieux parents, et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Il y a les urgences, la traumatologie, l'épisode infectieux aigu, l'accident vasculaire, la vraie urgence. Et puis on voit qu'arrive dans les urgences le patient, le vieillard en fin de vie. Et on traite de la même façon. Il faut différencier ces services d'urgence. Il faut les dédoubler. On ne peut pas faire mourir quelqu'un sur un brancard. Il meurt pas parce qu'il est sur un brancard. Il meurt parce qu'il est en fin de vie. Et cet homme ou cette femme, il a droit à des conditions dignes. Il n'a pas à être dans un service d'urgence. Il faut évidemment transformer ces lits d'aval en lits de gériatrie. Mais là aussi, le corps médical est opposé à ce qu'on change. Vous savez, je vais raconter une anecdote si j'ai encore le temps, Philippe. Je visite un hôpital marseillais et on avait installé un système extrêmement performant. Ça s'appelle un cyberknife. On fait des opérations de neurologie là où on restait 6 mois à l'hôpital. On envoie un faisceau extrêmement précis. Les gens rentrent à 10h du matin, ils en ressortent à 4h de l'après-midi. Et je rencontre 2 kinésithérapeutes rééducateurs. Et je leur dis, mais c'est formidable ce qu'on vit. Les types me tiraient une tronche épouvantable. Mais il dit, mais nous, on n'a plus de travail ici. Mais je leur dis, mais il y a des besoins dans l'hôpital, la gériatrie, les personnes. Ah non! On n'ira jamais, Madame la Ministre, dans un service de gériatrie. Nous sommes dans un service de pointe. Ils ne sont pas là pour soigner au service des autres.
Sur cette anecdote qui nous laisse à penser, il me reste, Roselyne Bachelot, à vous remercier d'avoir été l'invitée de cette émission et à rappeler à nos auditeurs qu'elle est soutenue par le groupe d'assurance MMA, qui la soutient matériellement et moralement en la faisant connaître. Cette émission a été préparée avec Olivier Magloire. C'est Nicolas Tourneau qui assure la vitalité du site, Benoît Carré qui assure la retranscription et l'abrégé de nos conversations. Nous avons été enregistrés au studio L'Arrière-Boutique par Adrien Beccaria et nous sommes produits par Julien Neuville et Nouvelles Écoutes. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique.